Bonjour Roberto et bienvenue sur le plateau. Bonjour Yolande. Si tu es là sur ce plateau, c'est parce que par ta vie, par tout ce que tu as enseigné, tu es en train de laisser une empreinte durable dans l'histoire de l'Église adventiste. Tu crois bien ça? Oui, je crois bien. Alors, au travers de cette émission, nous avons envie de savoir un peu plus qui tu es, comment tu as vécu toutes ces années, principalement au niveau de l'enseignement, mais surtout au service de Dieu et de l'Église. Nous avons envie de savoir un peu quelles ont été tes joies, quelles ont été tes déceptions, enfin, savoir un peu plus qui tu es. Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs d'Espoir Média. Soyez les bienvenus dans notre émission Empreinte. Une empreinte, c'est une trace qui perdure par-delà le temps. Alors, dans cette nouvelle émission, nous vous proposons de découvrir quelques hommes et quelques femmes qui marquent d'une empreinte solide et durable l'actualité et l'histoire de l'Église adventiste. Alors, ouvrez grand vos oreilles et vos yeux, vous risquez d'être surpris par ce que vous allez apprendre. Alors, bienvenue, je te le redis, bienvenue sur ce plateau d'empreintes. C'est vrai que c'est une émission où nous avons envie de savoir un peu plus qui tu es, Roberto. Alors, déjà, par ton nom, Roberto Badenas, on sait que tu viens d'un peu plus du sud que la Suisse. Bien sûr, je viens de l'Espagne. Voilà, tu es né en Espagne. Je suis né en Espagne. D'accord. Et tu es né dans une famille adventiste, non adventiste? Je suis né dans une famille adventiste, mais très particulière. Pourquoi? Parce que la famille de mon père, ils étaient déjà baptistes. Ok. Donc, et ils ne venaient pas du catholicisme, ce qui est déjà... En Espagne, c'est très rare. C'était très rare. Exactement. Mais la famille de ma mère, oui, ils étaient catholiques. Alors, c'est très intéressant parce que les premiers, mes grands-parents, du côté de mon père, donc ceux qui étaient baptistes, ils n'ont même pas été baptisés dans l'Église adventiste, puisqu'ils ont été acceptés par vote. Par profession de Par foi. profession de foi, parce qu'ils avaient déjà été baptisés dans l'Église baptiste. C'est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été acceptés par profession de foi par les premiers missionnaires adventistes en Espagne. Qui étaient, ça remonte à quelles années? Voilà, ils sont arrivés en Espagne en 1903. Les premiers missionnaires? Oui, et ces missionnaires étaient deux frères qui avaient 23 et 25 ans, très jeunes. Mais des Américains? Des Américains qui venaient de Californie, c'était Walter et Francis Bond. Et c'est ma grand-mère paternelle, qui était une jeune fille qui travaillait chez un missionnaire de la Société biblique, qui était en train de traduire la Bible au tagalog dans la langue des Philippines. L'Espagne venait de perdre les îles Philippines en 1898 ou 98. Okay. Et alors, à travers cette jeune fille qui a assisté à une conférence que donnaient ces jeunes, à une époque où l'adventisme n'était pas encore... Pas très connu, j'imagine. Non, et ce n'était pas encore pour les gens plus un mouvement qu'une église. Alors, dans l'église baptiste de Barcelone, le pasteur... Excuse-moi, tu es né donc à Barcelone? Non, à Valencia. Ah, à Valencia. Ma grand-mère travaillait là, chez ce pasteur. Et alors, il a vu ces conférences sur les prophéties et elle a communiqué à son père, qui est mon arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Et voilà comme ça qu'ils sont entrés en contact avec l'adventisme. D'accord, donc vous êtes un peu dans les premiers adventistes d'Espagne, en fait. Tout à fait, parmi les premiers. La famille sont parmi les premiers. Donc, si je comprends bien, c'est du côté, en fait, de ta famille baptiste que vous êtes devenu adventiste. Voilà. Et du côté de ton papa? Et ça, c'est du côté de mon papa. Ah oui, pardon. Oui. Du côté de ton papa. Et du côté de ma maman, ils étaient catholiques. Oui. Mais mon arrière-grand-père paternel avait le même nom de famille que celui de ma mère, mais ils n'étaient pas famille.
D'accord. Mais ils avaient le même nom. Ok. Et alors, il était en train de colporter, mon arrière-grand-père, colporteur Baptiste, a rencontré quelqu'un qui s'appelait le même nom de famille que lui. D'accord. Et alors, ils ont commencé à parler et c'est comme ça qu'ils ont connu l'adventisme. D'accord. Donc, quand tu es né, tes deux parents venaient de familles adventistes, parmi les premières Tout à fait. d'Espagne. C'est ça. D'accord. Alors, mais je dois vous dire que ça, c'est un héritage, mais la foi ne s'hérite pas. Non, alors ça, on est bien d'accord. Mais tu as quand même grandi dans une famille où la foi avait sa place. Absolument, ça c'est sûr. D'accord. Et puis, ton enfance, donc tu l'as fait vers Valencia? Je l'ai fait à Valencia, dans une petite ville à l'intérieur, où nous étions les seuls adventistes, bien sûr. Non seulement les seuls adventistes, les seuls non catholiques, parce qu'il n'y avait même pas d'autres églises. Alors, vous fréquentiez quand même une église? Et pas. aussi, oui, on a une église, mais je me souviens, je n'ai pas été envoyé à l'école jusqu'à l'âge de 10 ans. Tu faisais l'école à la maison? Alors, j'étais heureux. J'imagine. Nous habitions un peu loin de la ville. Et enfin, mes parents, ma mère, qui venait du côté catholique, mais était beaucoup plus stricte légaliste. Alors, il avait lu qu'il fallait que les mamans gardent les enfants à la maison et tout. Et alors, elle disait, si on recommande de garder les enfants jusqu'à l'âge au moins de 7 ans, eh bien, moi, je le garde à l'âge de 10. Et j'étais heureux, bien sûr, parce que J'imagine. fils unique à Ah, l'époque. tu étais fils unique. Oh, voilà, j'étais heureux comme tout. D'accord. Mais alors, à 10 ans, ça a dû être quand même un peu compliqué d'intégrer Voilà. l'école. C'est vrai qu'il y avait une maîtresse, une professeure qui était qui avait beaucoup souffert parce qu'elle était du côté de la République à l'époque du coup d'État de Franco. Mhm. Et cette dame représaliée que mes grands-parents avaient accueillie par pitié, alors c'est elle qui me prenait des cours, elle me faisait remplir des cahiers de calligraphie, cahiers de tout, d'addition, etc. Et en réalité, je ne me rappelle de rien qu'elle m'a appris. Mais elle m'a fait quand même... Apparemment, il y a des choses qui sont restées sans que tu t'en souviennes. C'est très intéressant. Par contre, j'avais mon grand-père qui était complètement sourd. Mais il avait à l'époque, il avait une usine, il vivait bien, et lui, il pouvait très bien ne pas travailler, donc c'était bien. Elle était dans sa bibliothèque, et moi j'allais me mettre sur ses genoux pour qu'il me raconte les histoires. Ah, d'accord. Donc, tu as eu un grand-père qui t'a pas mal initié au livre. Beaucoup, oui, au livre, parce que j'ai trouvé fascinant, comme de la magie, que des lettres, enfin des choses, racontent des histoires. Elle m'ouvrait un livre, elle me disait, grand-père, quelle est l'histoire qui est là? Et alors, il me lisait, et je commençais à suivre la lecture. Et il y avait un livre qui me plaisait beaucoup, qui était des petits chiens. Et alors, j'ouvrais toujours par la même page, et je commençais à voir que les lettres, enfin les petits mots qui étaient là, étaient toujours les mêmes. Et total que mon père a toujours répandu dans la famille le mythe que j'avais appris à lire tout seul. Mais j'avais appris à lire. Sur les genoux de ton grand-père. Mais je trouve ça très joli d'avoir comme lien avec son grand-père le fait de lire dans son mais qui était complètement sourd. Il ne m'entendait pas du tout. Mais il parlait quand même. Si, il parlait. Bon, je crois qu'il est devenu sourd à la guerre. Ah. Mais il y avait un contact très grand parce qu'il avait été dans une famille qui était tisserand. Tisserand, dans un artefact qui avait peut-être plus de 100 ans déjà à l'époque. Et ses enfants n'ont pas voulu apprendre, mais lui m'a appris à tisser. Et tisser des couvertures ou des foulards, enfin des choses avec la laine. Hein. Et alors, il m'a préparé tout, bien sûr. Ça. Et alors, j'étais lancé, j'ai choisi les couleurs. Mais c'est quand même une complicité énorme. C'est magnifique, ça, comme complicité avec mon grand-père, d'apprendre à lire, d'apprendre à tisser. Enfin, voilà. C'est peu courant. C'est vrai. C'est magnifique. On s'entendait bien, et pourtant, il ne m'entendait pas, mais enfin... Comme quoi, il n'y a pas toujours besoin de s'entendre ou comme ça pour communiquer, en fait. C'est vrai. Alors, cet homme, je ne sais pas comment, mais il a ouvert une église. Donc, il était très missionnaire, il était extrêmement gentil. Hein,
il employait des gens dans son usine, des gens qui avaient... Les gens venaient avec il est resté veuve à la guerre, etc. Donc, il était extrêmement gentil D'accord. et il a gagné le cœur de beaucoup de gens. Et il a Il a ouvert une église. oui, il a ouvert une église. Dans le village où vous vivez, alors? Dans le village, voilà. Et lorsque c'était encore l'après-guerre, lorsque la police a fermé l'église qu'on avait, il avait prêté une salle de son usine. Il a fermé. Après, on se réunissait dans la salle à manger dans le salon de mon grand-père. Alors, la police a à nouveau fermé. Ah, oh là là, C'était quand même l'après-guerre de Franco. C'était très, très longue parce qu'il a survécu à la guerre 40 ans, hein, Franco. C'était quand même... En fait, ces jours, le 50e anniversaire de sa mort. Voilà. D'accord. Donc, tu as grandi avec un grand-père assez exceptionnel. Oui. Et tout à l'heure, tu as dit, la foi, ce n'est pas quelque chose qui s'hérite. Non, c'est ça. Alors, comment est-ce que toi, tu décrirais comment ta foi a grandi, en fait? Parce que tu as donc vécu dans une famille où la foi avait une place. Alors, comment est-ce que la foi de ta famille est devenue la tienne? Écoute, je te raconte, maintenant il me vient un flash, une anecdote. Un jour, il m'a dit, mon père était le chauffeur de mon grand-père. D'accord. Alors, il m'a dit, bien, je vais te montrer le village où je suis né, il m'a dit. Alors, nous sommes partis, le grand-père, père et moi. 3 générations. 3 générations. Et à un petit village, enfin une petite ville, très jolie, elle a été nommée plusieurs fois. C'est parmi la listée dans les plus jolies petites villes d'Espagne. C'est laquelle? Dans la province de Teruel, ça s'appelait Rubielos. D'accord. Alors, à Rubielos, et il vient, il me dit, tu vois, ici, dans cette église, je suis né ici, on a vécu ici, etc. Il m'a raconté. Il dit, dans cette église, le père de mon grand-père, Oui. le père de mon grand-père, qui était baptiste, n'est-ce pas, a été excommunié par le prêtre. Parce qu'il était devenu baptiste. Parce qu'il était devenu baptiste. Alors, je me souviens dans ma petite tête, j'avais peut-être 9 ans ou 8 ans comme ça, je me disais, jamais catholique. Je disais comme ça. Bon, c'était pas ça. Mais pour me dire, il y avait quand même j'ai vécu quand même, il y avait un combat. C'est pour avoir le courage de suivre la Bible d'après sa conscience n'était pas facile à l'époque. J'ai vu mon grand-père qui a fait en prison et les amendes qu'il lui infligeait. Tout ça parce que l'Église était chez lui. Oui, voilà, et tout ça quand même, ça me faisait quand même prendre parti. Ouais. Peur, parce que j'aurais pu faire autrement, dire voilà, je vais faire comme les autres pour ne pas avoir les mêmes problèmes. C'est ça. Mais c'est intéressant, j'étais confronté au besoin de prendre parti pour Dieu, même avec ma petite conscience et mon ignorance, depuis quand même trop jeune. Quel âge à peu près? Peut-être, finalement j'ai été baptisé à 12 ans. Ah oui, c'est quand même assez jeune. Oui, très jeune. D'accord, mais tu te sentais déjà prêt pour... Quand on avais l'impression que c'était ta foi, oui, toi. Voilà, c'est ça. Et comme c'était interdit de faire le service religieux ailleurs, on a été baptisé dans l'usine de mon grand-père, à l'intérieur d'une usine. Pour se cacher un peu, pas se faire attraper. Dans les bassins où on mettait la laine pour la teindre, la couleur. Alors, c'est là que vous avez improvisé en fait un baptistère. Un baptistère, oui, c'est ça. D'accord. Donc là, à 12 ans, tu fais déjà un choix de foi qui devient la tienne. Une fois que tu as commencé l'école à 10 ans, j'imagine que tu as été jusqu'au bout du cursus obligatoire. Oui, tout à fait. Et après, comment ça s'est passé? Quel choix de métier as-tu décidé de faire? Et ça peut-être est amusant, mais je voulais être dessinateur de comics. C'est pourquoi j'ai écrit... De bande dessinée, en fait. De bande dessinée. Oui. J'ai écrit même le prologue pour une bande dessinée que tu connais. J'ai le prologue de Étoc de Guido de la Meilleure. Oui, juste. Voilà, vous verrez. Alors, j'avais cette vocation. D'ailleurs, quand j'étais à Collonges,
les caricatures de tous mes profs, Oui, mais d'ailleurs, tu m'as envoyé une caricature de toi, de moi-même. de toi dessinée par toi-même. Voilà, oui. Et donc, je voulais faire les beaux-arts parce qu'à Valencia, il y a une très belle école et j'aimais beaucoup dessiner. Et mes parents me disaient, mais c'est pas sérieux, on veut te payer Mais des c'est études. pas un vrai métier. Non, c'est pas un métier, tu dois faire des études universitaires. Alors, pour ma mère, le principal, c'était être médecin, ben voilà, parce qu'elle était malade toujours, mais elle voulait un enfant médecin. Ou médecin, pasteur, professeur, mais tu dois faire quelque Tu chose. dois faire quelque chose à Mais l'université. j'étais tellement fâché parce que j'aurais voulu faire les beaux-arts. Il y avait une école très importante à l'université de Valencia. Que je suis parti la veille de la fin des dates pour s'inscrire à l'université et je me suis fourré dans la faculté de philosophie et lettres. Et pour voir mes parents si est-ce que c'est assez sérieux, assez sérieux. Alors j'avais 17 ans, j'étais un peu révolté, Ouais. hein, et je me suis Un peu contrarié aussi par tout rapport à ce que tu fait, voulais faire. je me suis mis là-dedans et il arrive que ça m'a intéressé. Ah, c'est vrai. Ça m'intéressait, oui, c'était D'accord. intéressant. Et je me suis dit, alors je vais écrire, il y avait des cours de latin que je n'aimais pas du tout, mais je me suis inscrit aussi des cours de grec. Et j'ai découvert que j'aimais énormément le grec, que j'étais bon pour ça et que, bon, je dû faire quand même le latin aussi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à étudier. Et quand j'ai fini ma licence, j'avais une licence en lettres, il arrive que je devais faire le service militaire. Ah oui. À Et à l'époque, de c'était combien de Franco. temps? Et j'ai essayé de renvoyer ça. Oui, mais au bout d'un moment, J'étais contre l'armée, mais à mort. Mais c'était ou bien la prison ou ça. ouais, Alors, tu as choisi l'armée. le dernier jour, oui, il fallait se présenter pour les gens qui étaient appelés pour l'année où j'étais né. Bon, j'entrais, on me donne les habits, c'était vraiment Oui, ça va être terrible d'aller comme ça quand on n'a pas envie d'aller à l'armée. absolument. Et c'était combien de temps? Et alors, je vois une affiche, on cherche un professeur pour l'alphabétisation. Je dis, tiens, je vais présenter. Alors, j'ai mis mon nom et le soir, un capitaine qui arrive et tout, écoute. Mais dans le cadre de l'armée? Oui, dans le cadre de l'armée. Ah, Alors, il me dit, écoute, tu es Roberto Madeira. Oui, c'est moi. Eh ben, tu es le seul candidat que j'ai. Alors, voilà ici une liste. Tu as ces 11 recrues. Tu dois en espagnol, dire desasnar. O sea, ils étaient des ânes, il faut les... ah, il faut les... Oh là là! C'est très difficile à comprendre. Alors, il faut qu'ils apprennent à lire et écrire avant la fin de la fin de leur service militaire. Et apprendre les 4 règles. Hein, il m'avait donné tout un programme. Il fallait que tu les prennes et que ça va te prendre pas mal de temps. Tu es libéré de tous les exercices, etc. Mais dis donc, magnifique. Enfin, je pense que tu étais content. Alors, c'est là, oui, j'étais extrêmement content, j'étais reconnaissant à Dieu, mais c'est un C'est miracle. clair. Mais c'est là qu'est née ma vocation de travailler pour l'éducation. L'éducation, je dis. Tu as aimé. Alors, c'est incroyable parce que finalement, tu as été à l'université en philosophie. Oui. Au départ, tu l'y as fait un peu par défi. Oui. Ça t'a plu. Oui. Tu vas à l'armée. Finalement, on te met comme prof et ça te plaît. Finalement, Oui. il faut croire qu'il y avait un peu des chemins tout C'était tracés. fascinant voir ces jeunes qui avaient mon âge, ces jeunes qui ne savaient pas lire et écrire ou qui ne savaient pas compter. Ah, ben c'est incroyable. Et pour moi, à l'époque de Franco, plus tu étais bête, c'est mieux pour tout le monde. Oui, comme ça, on Tu ne ne pouvais pas protester. Mais c'était quand même fascinant de voir comment, voir quelqu'un qui se développe et qui a les qualités et la capacité et voir comment il grandit. Pour moi, c'était fascinant. D'accord. Et j'étais extrêmement heureux de faire ça. Alors, dès que le service militaire est terminé, voilà que j'apprends qu'on cherchait un professeur d'espagnol à Collonges. Et alors, j'ai écrit. Tu t'es dit, c'est bon, je pars là-bas. Voilà, et j'étais le seul candidat. Aussi. Alors, Ah bah dis donc. Alors, tu es parti comme professeur d'espagnol. alors je ne suis pas allé à Collonges pour étudier la théologie. Non, tu as été Non. pour être professeur. Pour être professeur. Et tu enseignais dans quel niveau? Au secondaire? Tous les niveaux.
J'avais, oui, depuis je crois que c'est la troisième que ça a commencé, quatrième? Quatrième, Non, je pense. quatrième. Oui, la quatrième. Quatrième à terminale. Euh, Francis Osberger était le directeur. Mais alors, ma mère avait étudié à Collonges avant la guerre civile espagnole. Et elle avait voulu être missionnaire, mais ses parents l'ont obligée à rentrer en Espagne à cause de la guerre. Et ma mère avait toujours voulu que je Que tu sois ailles à Collonges. à Collonges. Alors, tu y étais. Alors, elle a appris que j'en Allez étais à à Collonges, Collonges. elle a dit, tu vois, comme le Seigneur t'envoie, alors tu vas étudier pour des pasteurs. Mais je dis, non, je vais enseigner l'espagnol. Alors, elle m'a fait promettre, alors si tu as du temps libre, Un peu de temps libre, va faire un peu de théologie. voilà, tu fais un peu de théologie pour voir. Je lui ai promis oui. Alors, il arrive que presque tous mes cours d'espagnol étaient l'après-midi et les cours de théologie étaient presque C'est le tous le matin. Ah, ben voilà. Alors là, j'ai pris, pour que tu vois que je n'avais pas l'intention de faire des études régulières, j'ai demandé, mais quel est le professeur le plus prestigieux? J'ai demandé à mes collègues, ils m'ont dit, ben voilà, il y en a un qui est prof à l'Université de Genève, c'était Norbert Riget, qui venait d'écrire un livre, un commentaire très important. Ah, ben, je vais suivre ses cours. Et alors, je lui demandais, il suivait des cours, mais c'était des cours de quatrième année. Et je lui ai demandé si je pouvais aller dans ce cours à l'université. Et c'est là que j'ai découvert que j'ai aimé aussi la théologie. Enseigner la théologie plutôt que l'espagnol. Et au bout de quelques... Après une semaine de cours de théologie où j'ai pris quand même d'autres matières, je me suis décidé, je vais étudier théologie. Je vais quand même enseigner l'espagnol. J'ai travaillé pendant 4 ans. J'avais un contrat régulier. Mais à côté de ça, tu as été étudiant en théologie. Ce qui est intéressant, c'est que je n'ai jamais été employé à l'Église adventiste comme pasteur. Oui, c'est ça. Tu as été vraiment toujours comme enseignant. Prof, enseignant ou administrateur, mais toujours. J'étais consacré pasteur très tôt, très jeune, mais ça n'a jamais été mon... Oui, ça n'a pas été, c'était pas ta voie. Mon métier, voilà, non. ton métier, c'était d'enseigner. Et alors, donc, tu as fini tes études à Collonges, et puis là, tu es parti, c'est où que tu as, pour la première fois, enseigné la théologie? Alors, c'était en Espagne, et Franco vivait encore, mais l'Espagne avait une école clandestine où il y avait quelques pasteurs qui enseignaient quelques matières. Après, tous les pasteurs devaient continuer à Collonges. Et ils voulaient développer cette école. C'était déjà Sagunto? Non. Alors, c'est à ce moment-là qu'on a acheté Sagunto. D'accord. Et alors, j'ai accepté d'aller à Valencia, où j'allais enseigner le français, le latin, des matières de l'espagnol, etc. Autre chose. J'ai accepté et commencé. Et je suis dans l'équipe qui a commencé Sagunto il y a 51 ans. Oui. Ah, Sagunto à 51 ans. Oui, une année, c'était... Juste avant la mort de Franco, en fait. Voilà, une année avant la mort de Franco. D'accord. Ok. Oui. Et c'est donc là-bas que tu as commencé à enseigner? C'est là que j'ai commencé à enseigner un peu la théologie, mais à l'époque, j'enseignais très peu. Il y avait très peu. Je me rappelle le temps où les Espagnols faisaient les 2 premières années à Sagunto et venaient à Collonges pour terminer. C'est ça. Alors, j'ai commencé à enseigner un peu la vie de Jésus, enfin les évangiles, quelques matières, mais surtout, j'enseignais d'autres choses. D'accord. Alors, c'était intéressant parce que il n'y avait que 2 pasteurs deux professeurs de théologie qui étaient frère Ferreira, le père de Théo Ferreira, oui, qui était un prêtre un catholique à la retraite maintenant. Alors, moi j'étais nouveau, je devais faire encore mon stage, et lui qui était déjà retraité, c'était l'équipe, l'ancien et le nouveau testament. D'accord. Et puis, tu as eu quand même tout au long de ta carrière une affinité particulière pour les évangiles. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette affinité spéciale là-dessus? Bon, je t'ai dit, quand je suis entré à l'université, la première année, j'avais 18 ans, c'est entre 17 et 18, j'avais 18 déjà, je me suis dit, écoute, prof de philo, je prenais les cours de philo. Est-ce que c'est possible que ces gens qui sont tellement intelligents ils soient dans l'erreur et que moi, ma petite église, là, est-ce que nous ayons la vérité? C'est pas sûr. Alors, je dois tester, je dois voir où est la vérité. Et je dis, bon, je vais voir les religions qui prétendent
qui ont été révélées. Mhm. Parce que les religions qui ont été inventées, aux traditionnelles, qui viennent de on ne sait pas d'où, Oui. ça ne m'intéresse pas. Non. Mais alors voilà, il y avait le judaïsme, il y avait l'islam, et il y avait le christianisme. Alors j'ai pris le Coran. Mais bon, c'était pas... Ça t'a pas convaincu? Non. Alors je trouvais que... Et finalement, j'avais commencé avec d'autres religions aussi, Bouddha, Oui. le bouddhisme. La bibliothécaire, c'était des livres que personne ne lisait à l'époque. C'était une époque... et elle était... Elle lui cassait les pieds parce que c'était des livres qui étaient très, Ah oui, très tout en haut, hauts. parce que personne ne les prend. Voilà, elle me devait faisait monter les escaliers moi-même parce que... Non. Mais finalement, je me suis rendu compte, je dis, mais le Christ, ce que le Christ enseigne, ce que le Christ a fait, c'était quand même plus beau que tout ce que d'autres les choses que j'avais lues. D'accord. Donc, c'est en fait par la vie du Christ que tu as Oui. été touché par le J'étais touché message. par ça. Et en plus, comme j'avais aimé beaucoup le grec, et les évangiles étaient écrits en grec, ça Ah, oui. le fait d'être retrouvé, ce n'était pas les mêmes les paroles du Christ, parce que le Christ peut probablement parler araméen, mais je dis, mais si les premiers disciples qui ont écouté Jésus ont mis ça en grec, c'est quand même, je suis très peu. Et ça m'a fasciné de plus en plus, la personne du Christ, et j'ai lu beaucoup de livres sur... D'accord. Oui. Et d'ailleurs, les livres que tu as écrits sont presque tous très, Oui. très, très christocentriques. Voilà, Mais c'est en ça. plus, avec une particularité, c'est que tu as l'art de raconter. Je ne sais pas si j'ai l'art, mais... Oui, mais tes livres ont justement, on a l'impression de plonger vraiment dans la vie du Christ. Tu n'as pas juste fait de la théorie. Tu as beaucoup narré. Si, en c'est fait. ça. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que des gens m'ont dit, mais j'aime beaucoup la peinture. Hein. Il y a le côté artiste. Je là, me hein. suis mis à la peinture après la retraite. Ouais, d'accord. Parce que c'était d'abord le dessin quand j'étais... Mais une chose, quand je suis on m'a employé à travailler pour l'Église, ce jour même, je me suis dit, je ne dessine plus. D'accord. Pourquoi? Voilà, comme ça. D'accord. Bon. Mais je disais, quand je serai à la retraite, je vais apprendre la peinture. Et les gens me disent, est-ce que c'est comme si tu peignais les scènes? C'est vrai que quand j'écris les rencontres avec le Christ, c'est vrai que je suis allé à Israël parce que je ne voulais pas, je ne peux pas être prof d'évangile. Et ne pas connaître le pays. Non, je ne connais pas le pays. Alors, j'ai pris un petit sac à dos. C'est des jeans, et je n'avais pas de valise, mais un cahier, et un stylo, et une caméra. Et je suis parti en Israël pour visiter les lieux et savoir. T'imprégner en fait du Voilà. lieu. Et alors, je me suis imposé, quand je décrivais des lieux dans des livres, ils ne sont pas inventés. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, je peux le raconter C'est avec ça mes propres mots. qui nous donne l'impression qu'on est vraiment dans l'endroit. Tout à fait. C'est vrai que je le raconte avec mes mots et que bien d'autres sûr. personnes ne le diraient pas de la même manière. Mais c'est vrai que j'invente moins que ça n'a l'air. D'accord, ok. Et puis, alors donc, tu as été professeur à Sagunto au début. Et c'est à quel moment que tu as rencontré ton épouse? Écoute, j'avais rencontré... Oui, elle raconterait cette histoire. Oui, sûrement un peu différemment, mais c'est pas grave. Elle était dans la même église. Ah, dans la même église. que Oui, toi. D'accord. elle me raconte que quand j'avais 6 ans et elle avait 5, un jour je lui ai dit, quand on sera grand, on se mariera toi et moi. Ah, t'avais déjà des vues alors, hein? Et alors, quand j'ai eu 18, elle m'a rappelé ça. D'accord. Ah oui, donc c'est une longue histoire Oui, avec on elle. se connaissait. Et puis, vous vous êtes mariés quand tu étais où? J'étais à Collonges déjà. Tu étais déjà. J'étais déjà Et elle est venue Collonges. donc à Oui. Collonges. Alors, en attendant, ce qui est intéressant, ça m'a énormément facilité. Les années, quand je suis entré à l'université, j'ai eu la chance de participer. L'Église m'a envoyé un jamboree aux Aresquier, où j'ai rencontré des enfants suisses. D'accord. Et la famille des enfants Schranz, Perita. Ah, d'accord. Et je me Donc, suis... Patrice Et Patrice. et sa sœur. sa sœur. Alors, j'ai rencontré le cousin qui était Daniel Schranz. Et on s'écrivait.
Et alors, j'ai obtenu qu'à partir de l'été, j'avais 18 ans, il m'a trouvé du travail pour 3 mois l'été. Alors, j'ai pu payer mes études à l'université grâce à la Suisse. Grâce à la Suisse. Parce qu'ils Bon, m'ont... bah écoute, on est Oui. content de savoir que tu as une petite entrée en Suisse comme ça. Ils m'ont trouvé du travail pendant les 5 ans que j'étais passé à l'université. Et j'ai travaillé toujours l'été en Suisse. Je travaillais à Baudry, je travaillais à Genève, les laiteries réunies à Genève. D'accord. Et, enfin, Voilà. beaucoup de choses intéressantes. Alors, donc, effectivement, c'est la Suisse qui t'aide à payer tes études. Et puis, tu es parti, donc tu es venu, tu as étudié à Collonges, tu es parti à Sagunto. Et après Sagunto, Alors, j'ai retour à reçu une bourse pour étudier aux États-Unis. Il y avait pour les États-Unis. c'était une bourse à la division et apparemment, cette année, personne ne s'est présenté. Enfin, et il fallait aussi avoir réussi le Michigan Test, c'est-à-dire un niveau de texte d'anglais. d'anglais. Oui, d'accord. Mais j'avais, depuis, par initiative propre, à l'université, je m'étais inscrit il y avait la Maison d'Amérique qui donnait des cours gratuits. Et j'ai passé beaucoup d'heures à lire. Il m'a donné passé des films, il nous offrait des livres. Alors, cette publicité américaine, elle m'a bénéficié parce que j'ai appris beaucoup l'anglais. Et l'été, j'ai passé 3 mois où j'ai appris un peu le français. Ça m'a aidé énormément parce que j'ai pu obtenir cette bourse pour étudier à Andrews pendant 4 ans. Ah, tu as étudié à Andrews pendant Andrews. 4 ans. Et après, quand j'ai fini Andrews, eh bien, je pouvais... Tu as fait quoi comme étude à Andrews? Le doctorat Nouveau Testament. Doctorat Nouveau Testament. Nouveau Testament. D'accord. Et quand je suis rentré, alors j'ai pu venir à Collonges comme prof de Nouveau Testament parce que je maîtrisais un peu le français quand même. Oui, d'accord. Alors là, tu es revenu à Collonges. Tu as été enseignant à Collonges. Et là, vous aviez déjà 3 enfants? Vous aviez déjà Nous avons... Hernan est né quand j'étais aux États-Unis. D'accord. Ah, Hernan est né aux États-Unis. Oui, mais quand nous sommes venus à Collonges, nous avions déjà les 3 enfants. 3 enfants. Alors, les 3 enfants ont étudié les 3 à Collonges D'accord. et ils ont fait les 3 à l'université à Genève. Tous les 3. D'accord. Donc, ils maîtrisent bien le français aussi. Oui, alors quand j'ai travaillé comme professeur du Nouveau Testament et doyen aussi 10 ans à Collonges, doyen de théologie. 10 ans. Et après, en 1999, j'ai accepté l'appel pour travailler comme le département des familles et d'éducation à la division. À la division. Là, c'était un poste beaucoup plus administratif. Oui, plus administratif. Mais j'ai enseigné des cours intensifs toutes les années. Tout le temps, d'accord. Voilà. Et dans l'un ou l'autre de nos séminaires, en Tchéquie, en Roumanie. Alors là, dans le cadre de la division. Dans le cadre de la division. Mais j'enseignais, il m'a demandé ça, les séminaires. Alors ça des cours de théologie. J'ai continué à donner des cours de théologie tout le temps. Les 11 ans que j'ai passé le division. C'est ce qui t'a aidé un petit peu à ne pas perdre le contact avec la... Et ensuite, quand je suis parti à la retraite en 2010, alors là, j'ai enchaîné à donner des cours intensifs à l'université Andrews. Ah, et tu continues toujours? Jusqu'à l'année passée. Là, tu as arrêté? J'ai arrêté parce que le gouvernement actuel ne veut pas favoriser les Européens. Ah, tu dis aux États-Unis. Aux États-Unis, alors on ne m'a pas renouvelé le contrat. D'accord. Malheureusement. J'avais des contrats cours intensifs au niveau de master. Ah oui, alors jusqu'à l'année dernière. Jusqu'à l'année dernière, oui. J'ai donné, parfois c'était des cours de vie de Jésus, d'évangile, ou des cours d'épîtres. D'accord. Et puis si tu devais un peu, dans toutes ces périodes de vie que tu as eues, que ce soit en Espagne, en France, aux États-Unis, et puis après, quand tu étais à la division, tu as été un petit peu partout en Europe. Un peu partout, oui, parce que là, j'ai travaillé dans tous nos séminaires. Oui, c'est ça. Tous. Alors, est-ce qu'il y a une période qui, peut-être où tu as envie de dire ça a été vraiment ma période préférée, ou bien au contraire, c'est celle que j'ai vraiment pas aimée? Bon, c'est très difficile parce que je crois que j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai fait beaucoup de choses que j'ai aimées. Oui, d'accord. Oui. Tu as tout le temps eu le sentiment de faire quelque chose que tu aimais. Et j'étais très béni quand, l'année 2000, j'étais nommé dans une équipe qui a travaillé pendant 10 ans
de 2000 à 2010, l'équipe pour le département de famille de la conférence générale, qui s'appelait Committee Curriculum Pour l'école Consultation. du sabbat des enfants, le nouveau C'est-à-dire, non, programme. nous devions rédiger le curriculum du département de famille, qui n'avait pas. C'est-à-dire, D'accord. le département de famille, on ne savait pas quoi faire. Alors, la conférence générale nous a donné, a demandé à une équipe, que nous étions une douzaine D'accord. d'experts, Et vous avez... et nous avons travaillé ce document, et aussi nous avons travaillé les statements, donc les déclarations officielles de l'Église qui avaient à faire avec la famille. Là, par exemple, il y a par exemple la mutilation génitale féminine, il y a des choses. Vous avez des choses, des sujets un peu délicats. La fécondation in vitro, et tout toutes ça. ces questions ont été. Alors, dans l'équipe, nous avions des professeurs d'éthique. J'étais le professeur, le bibliste du Nouveau Testament. D'accord. J'ai travaillé avec un autre de l'Ancien, mais c'était une équipe, c'était quand même complexe parce qu'ils avaient choisi, et moi j'ai eu l'énorme chance d'avoir été choisi, parce que je représentais tout le monde le monde de langue espagnole, ce qui fait quand même beaucoup de millions dans notre église. J'étais le seul Européen, aussi représenter l'Europe et représenter le Nouveau Testament. Plusieurs casquettes là. Oui, il y avait plusieurs casquettes et ça, c'était une bénédiction pour moi parce que j'ai rencontré des gens formidables qui m'ont aidé mais c'est eux qui m'ont formé dans un domaine dans lequel je n'étais pas de formation spéciale, qui était celui de la famille. D'accord. Bah, écoute, je trouve en tout cas magnifique ces différents chemins, et ce qui me touche beaucoup, c'est le fait comme tu es reconnaissant à quelque part, et tu dis, j'ai eu beaucoup de chance, on peut y voir aussi la main de Dieu qui est là, et qui a fait que tu as été heureux dans ton ministère pour l'Église. Oui, tout à fait, tout à fait. Et je pense que si je devais résumer un peu mon ministère, c'est comme si Dieu... Il y a un mot en espagnol qui je n'arrive pas à trouver en français. C'est quand il y a les déchets, les déchets métalliques, et on les récupère, comment ça s'appelle ça en français? Oui. Je ne sais pas. C'est comme si des vieux trucs ont fait quand même une œuvre d'art. Une œuvre d'art, c'est ça. Je crois que Dieu a fait ça avec moi. C'est-à-dire, je voulais faire des choses. C'est l'air peut-être quand même, me dire, avec les déchets métalliques. Non, je ne voulais pas faire des choses, mais et finalement, il m'a guidé de façon à ce que finalement, ce que Dieu m'a offert était beaucoup mieux que ce que j'avais décidé moi-même. Mais je trouve que quand même, tu as dit au début que tu aimais le dessin, tu as un côté très artiste, mais justement, tu l'as utilisé pour enseigner la Bible et enseigner surtout la vie de Jésus et tout ça. Et ça, je trouve magnifique. Et moi qui ai lu tes livres sans savoir tout cet arrière-plan, je le comprends mieux maintenant. Et je comprends et je trouve que finalement, le mix entre ton côté artiste et le mix entre ton côté théologique et enseignant a fait quelque chose de magnifique. Eh bien, grâce à Dieu. En tout cas, c'est magnifique. Juste peut-être une dernière question. Comment ta femme a vécu, et peut-être tes enfants aussi, mais peut-être de moindre manière, mais comment est-ce qu'elle a vécu tous ces déménagements, Espagne, France, États-Unis? De nouveau maintenant, je sais que vous êtes à la retraite en Espagne. Je crois que pour ma famille, ça a été dur. C'était dur parce que il fallait chaque fois, c'est une langue différente. Oui, c'est ça. Alors, d'accord. Conchita est venue avec moi en France. Ça, c'était... Bon, on s'est mariés quand j'étais déjà professeur. Et là, elle a suivi des cours et elle s'est inscrite à l'ILF. Oui. Elle a appris le français, ça c'était très bien, elle m'a accompagné là. Elle a pu travailler à la bibliothèque, travailler au jardin. Et après, lorsque on est parti aux États-Unis, et de nouveau une autre aussi, elle a dû apprendre l'anglais. Et c'était dur, et les enfants ont un peu souffert parce qu'ils ont dû déménager à différents âges. Ça, c'est pas toujours facile. Non, c'est pas toujours facile. Et parfois, ils pleuraient. Je me souviens surtout Hernan, et quand il est né aux États-Unis, mais nous avons vécu
2 ans en Espagne après ça, avant de venir à Collonges. Oui. Et quand il venait à Collonges, il nous disait, je veux rentrer à la maison qui a les fenêtres ouvertes. D'accord. Oui, ça, c'est vrai que c'est Oui. compliqué. C'est compliqué. Quand on a une vie au service comme Oui. ça, pour la famille, c'est pas toujours Et un des simple. premiers jours, un jour, c'était en septembre, il y avait à Collonges, parfois il y a brouillard. Un jour, il se lève, il dit, la montagne a disparu. Oui. Le Salève avait disparu dans le Avait brouillard. disparu. Alors, ça a été dur pendant un temps. Mais alors, aujourd'hui, Oui. nos 3 enfants sont extrêmement heureux d'avoir appris les langues, même un peu été forcés Oui, d'apprendre ces d'accord. Ah, langues. ben, ils ont un... Oui, Et d'accord. tous les 3 ont un travail intéressant qu'ils aiment beaucoup et ils se sentent très réalisés, justement parce qu'ils avaient ces langues. D'accord. Mais notre fille, Elle vient en prof, Cruz, je prof, crois. prof de français à Andrews. Sinon, les lois de Dieu sont quand même des fois particulières. Parce qu'elle a fait sa licence à Genève, mais sa maîtrise à Grenoble. Donc, Du coup, bah, voilà, elle parle super bien le français. voilà, Hernan, enfin tous les 3 ont fait l'université à Genève. Ouais. En tout cas, le temps passe, malheureusement, on pourrait parler encore beaucoup plus, mais vraiment merci pour ce témoignage qui est vraiment vivant et qui montre combien ta vie a été une vie, qu'on pourrait dire de ton côté, en tout cas, bien réussie. Et je trouve ça magnifique. Je- Que ta vie de service a Je vraiment me, je me été considère très très chanceuse. béni, oui, oui, vraiment. Magnifique. Et puis, justement, j'avais une dernière question. Si tu avais eu la possibilité de résumer ta vie en une seule phrase, qu'est-ce que tu aimerais laisser, en fait? Laissons-nous guider par Dieu, parce qu'il sait mieux que nous ce qui nous convient. D'accord, laissons-nous guider par Oui, Dieu, alors, parce qu'il sait mieux que demandez nous toujours ce qui ta est bien. volonté. Seigneur, si c'est ta volonté, j'y vais. D'accord. Merci. Je peux te dire que cela. Merci à Merci toi. d'avoir accepté d'être venu sur ce plateau. Et moi, je vous demande, quelle empreinte souhaiteriez-vous laisser?